On dit que les actes ont des conséquences, n'est-ce pas? Et pour beaucoup d'entre nous, nous prenons ces conséquences en considération lorsque nous prenons des décisions importantes. Comment ce choix peut-il affecter ma vie? Le risque en vaut-il la chandelle? Mais ce que nous oublions parfois de prendre en compte, ce sont les dommages collatéraux. Comment mes choix et mes actions peuvent-ils affecter ce qui m'entoure? Et si Ben Markovits, 20 ans, s'était posé cette question en 2000, je ne vous parlerai peut-être pas de cette affaire aujourd'hui. Ben n'aurait probablement jamais pu imaginer que ces mauvaises décisions mèneraient à l'enlèvement et au meurtre de son frère de 15 ans, Nick. Né en septembre 1984, Nick Markovits a grandi à West Hill, en Californie. C'est un quartier calme et résidentiel au nord-est de Los Angeles, juste au nord de Malibu et de Calabasas. La mère de Nick, Suzanne, est mère au foyer et son père, Jeff, travaille dans l'industrie aéronautique. Il est le seul enfant du couple, mais Nick a également 2 demi-frères et sœurs plus âgés du côté de son père, Léa et Ben, qui partagent leur temps entre leur mère et la maison de leur père. Ben a 6 ans de plus que Nick, et ce dernier admire beaucoup son grand frère. Pas de différence pour lui, c'est son frère, c'est tout. Mais les deux n'auraient pas pu être plus différents, du moins dans leurs premières années. Nick est un lecteur passionné, joue du piano et adore le théâtre. Il n'est pas très sportif, mais il pratique le taekwondo et participe à des concours d'orthographe. Lorsqu'il a commencé sa première année au lycée El Camino Real, rien n'avait vraiment changé, à part son intérêt pour les filles qui s'était intensifié. Malheureusement, il a commencé à prendre un peu trop exemple sur son grand frère Ben. Depuis son plus jeune âge, Ben a du mal à contrôler ses impulsions. Il agit parfois pour attirer l'attention et de manière agressive. Il se retrouve à fréquenter des personnes plus âgées et plus brutales et s'attire régulièrement des ennuis. À l'âge de 11 ans, lui et un ami sont surpris en train de percer les pneus d'une voiture en ville avec un tournevis. La même année, il vole le véhicule des parents de son ami, emmène quelques copains faire un tour et finit par avoir un accident, abîmant 3 autres voitures au passage. Il avait 11 ans, je le rappelle. Puis à 13 ans, la situation s'aggrave encore quand Ben rentre à la maison avec une arme. Il dit qu'il en a besoin pour se protéger contre des enfants à l'école. 13 ans. Naturellement, Suzanne, la mère de Nick, la belle-mère de Ben, est terrifiée à l'idée d'avoir Ben à la maison en présence de Nick. Surtout quand Ben, âgé de 16 ans, est arrêté et envoyé en détention pour mineur pour vol de voiture et agression avec une arme mortelle. Mais que pouvait-elle faire? C'est le fils de son mari et il a manifestement besoin de leur aide. Ben partage son temps entre sa mère et la maison de son père. Alors, après avoir purgé sa peine, elle et Nick n'avaient pas vraiment d'autre choix que d'accueillir Ben à nouveau dans leur vie. Nick, lui, maintenant au lycée, veut passer du temps avec son frère aîné, plus cool et plus audacieux. Et Ben l'a pris au mot. Il commence à emmener Nick avec lui à certaines fêtes. Et je ne parle pas ici de simples barbecues dans le jardin. Les fêtes auxquelles Ben participe se déroulent chez l'un des plus gros trafiquants de drogue de la région, chez Jesse James Hollywood. Et apparemment, cela fait partie d'une entreprise familiale plus vaste, car il a appris le métier de son père, Jack Hollywood, qui vend également de la drogue dans la région depuis des années. Mais c'est un secret bien gardé en ville, car la plupart des gens connaissent Jack comme l'entraîneur de la petite ligue des garçons. Jesse était l'athlète vedette qui semblait avoir une carrière dans les ligues majeures plus tard, jusqu'à ce qu'il se blesse gravement au dos, le forçant à abandonner le sport. C'est à ce moment-là que Jesse a commencé à s'impliquer dans l'entreprise familiale. Il a formé sa propre équipe de personnes pour travailler sous ses ordres et l'aider à promouvoir ses produits. À 19 ans, il a assez d'argent pour acheter sa propre maison de 3 chambres, 2 voitures de sport et offrir à sa petite amie une nouvelle paire de seins. Quand les gens posent des questions à Jack sur le nouveau train de vie de son fils, Jack répond qu'il s'agit de l'argent de l'assurance provenant d'une ancienne blessure de Jesse. Pour en revenir à Ben Markovits donc, il passe beaucoup de temps chez Jesse, principalement parce qu'il travaille pour lui et vend ses produits pour gagner de l'argent supplémentaire. Et il n'est pas rare que Jesse montre son arsenal d'armes semi-automatiques lors de ses fêtes, juste pour rappeler à tous ceux qui travaillent pour lui qui était vraiment aux commandes. Ben sait donc bien à qui il a affaire. Et Nick, son jeune frère, a naturellement fini par en faire autant et passer du côté obscur de la force.
Au cours de sa première année au lycée, Nick commence à sécher les cours et appelle Ben pour qu'il vienne le chercher afin qu'ils puissent passer du temps ensemble. Nick commence à consommer de la marijuana et à fumer des cigarettes dans le dos de ses parents. Il s'enfuit même de la maison une fois. Mais même si la situation est difficile, Nick ne s'attire pas de gros ennuis. Ben, par contre, nous savons évidemment que c'est une autre histoire. Nous arrivons en 2000. Ben vend des pilules pour Jesse Hollywood lorsqu'un de leurs clients l'accuse de vendre des drogues de pacotille de mauvaise qualité. Et quand Ben en prend une pour tester lui-même, il réalise qu'il a raison. En fait, il s'avère que les pilules que Jesse lui a données à vendre ne font aucun effet. Ben retourne donc voir Jesse et lui dit qu'il ne veut plus vendre ce produit, ce qui signifie que Jesse ne va pas récupérer son argent pour ce lot bidon, puisqu'il ne sera pas vendu, vous voyez. Et les trafiquants de drogue n'aiment pas trop entendre qu'ils vont perdre de l'argent. Et puis, Ben lui doit encore environ 1200 $. Et quand Jesse lui réclame, Ben refuse tout simplement. Bon, il a manifestement dû s'expliquer car pendant un temps, Jesse laisse tomber. Les deux restent amis et continuent à faire la fête ensemble, peut-être en pensant que Ben finirait par rapporter l'argent. Mais au fil des mois, Ben s'est mis à voir Jesse de moins en moins. Il ne l'évite pas spécialement, mais il a finalement décidé de se remettre sur pied et de trouver un vrai travail auprès de son père. Il se fiance même avec sa petite amie. Un soir, Jesse et sa copine se rendent au restaurant où travaille la fiancée de Ben. Mais ce n'est pas pour une simple sortie en amoureux. Non, tout est calculé. Quand la note arrive, il ne la règle pas. Jesse écrit plutôt sur le reçu « Déduis ceci de la dette de Ben ». Bien entendu, la fiancée de Ben doit payer la note et quand elle rentre chez elle, elle raconte tout à Ben. Et ce dernier n'est pas du genre à laisser passer une telle chose. Les deux hommes commencent à échanger des messages vocaux, tous plus menaçants les uns que les autres. Finalement, Ben se rend chez Jesse une nuit et casse une de ses fenêtres, ce qui met Jesse Hollywood très en colère. Jesse décide de rallier ses troupes. Ils vont aller trouver Ben Markovitz et lui faire payer, dans tous les sens du terme. Au même moment, Nick, 15 ans, teste ses limites à la maison. Le soir du 5 août 2000, Nick rentre chez lui, les yeux vitreux, un paquet de cigarettes dans la poche. Ses parents commencent à lui prendre la tête, vous imaginez bien. Pourquoi tu rentres si tard? Où étais-tu? Pourquoi es-tu bizarre? Comment ça, tu fumes? Nick, absolument pas décidé à écouter leurs leçons de morale, ressort vite fait bien fait de la maison avant de s'énerver. Et ce n'est pas la première fois qu'il fait ça. Ses parents sont furieux, il les entend à travers la porte. C'en est trop pour eux, ils doivent avoir une discussion sérieuse. Mais Nick s'en fiche. En général, quand c'est comme ça, il se rend chez son frère Ben et revient plus tard, une fois qu'il est calmé. Alors, 30 minutes plus tard, Nick rentre chez lui. Mais au lieu d'avoir la conversation avec ses parents ce soir-là, ils se sont promis d'en discuter le lendemain matin. Après tout, la nuit porte conseil. Suzanne ne sait pas, à ce moment, qu'elle n'aura plus jamais l'occasion de parler à son fils. Le lendemain matin, entre 9h30 et 11h, Nick se réveille, mais décide qu'il n'est toujours pas prêt à avoir cette conversation avec ses parents. Il sait que sa mère lui prépare le petit déjeuner dans la cuisine et l'attend, mais il décide qu'il a encore besoin de temps. Il s'habille, sort par la fenêtre sans se faire remarquer et part errer dans les rues. Un peu plus tard, dans l'après-midi, l'oncle et le cousin de Nick traversent le quartier en voiture lorsqu'ils aperçoivent Nick qui marche sur le bord de la route. Ils lui demandent s'il voulait qu'il le ramène chez lui. Apparemment, il a déjà parcouru une bonne distance et s'éloigne de plus en plus de son domicile. Mais Nick décline l'offre. Il a juste envie de continuer à marcher pour se vider la tête. Ce qu'il ne sait pas, c'est qu'au même moment, Jesse et sa bande rôdent dans ce même quartier à la recherche de Ben Markovitz, son frère aîné. S'ils ne le trouvent pas, ils sont prêts à se rendre chez lui, à briser ses vitres et à enfin se venger. Vous l'aurez deviné, ils repèrent rapidement le petit frère de Ben, Nick, qui marche seul le long de la route, dans ses pensées, vulnérable. Il est environ 13h lorsque le van de Jesse s'arrête brusquement, coupant la route à Nick. L'un des hommes de Jesse sort de la voiture et s'approche férocement de Nick. Il lui dit de ne pas s'enfuir, qu'ils veulent juste savoir où est Ben. Quand Nick lui répond qu'il n'en a aucune idée, d'autres jeunes hommes descendent du van et se mettent à tabasser Nick, espérant lui soutirer la réponse. On est en plein jour, soit dit en passant, et Nick est mineur. Il y a donc quelques témoins qui assistent à l'agression en temps réel. L'un d'entre eux est une femme du nom de Pauline Mahoney qui rentre chez elle avec ses enfants après la messe ce dimanche matin.
Pauline voit l'adolescent se faire agresser et remarque qu'il est ensuite jeté dans une camionnette. Elle décide alors de suivre le véhicule jusqu'à ce qu'elle puisse bien voir la plaque d'immatriculation. Puis quand elle rentre chez elle, elle appelle la police. Curieusement, il faudra 1 mois à la police pour découvrir à qui la camionnette appartient. Pour en revenir à Nick, on peut imaginer sa frayeur. Ce jeune de 15 ans, couvert de sang et battu, se retrouve face à la dernière personne qu'il avait envie de voir. L'ami de son frère aîné, enfin, maintenant son ennemi, Jesse James Hollywood, 20 ans, le trafiquant de drogue local. Jesse hurle à Nick de lui dire où se trouve Ben, mais Nick continue de répondre qu'il n'en a aucune idée. Les jeunes fouillent les poches de Nick et prennent son portefeuille, sa marijuana et un petit sachet de Valium. En quelques minutes, les sous-fifres de Jesse se roulent un joint et le font circuler dans le van, alors que Jesse ordonne à Nick de ne parler à personne de l'enlèvement. S'il le fait ou s'il essaye de s'enfuir, Jesse promet de lui casser les dents. Jesse Ruggie, oui, un autre Jesse qu'on appellera donc Ruggie, qui conduit, se retourne sans cesse vers Jesse, lui demandant quel est le plan. Je veux dire, ils ont battu ce gamin et l'ont embarqué dans leur van. Il est clair qu'aucun d'entre eux n'avait réfléchi à tout ça, que le plan n'a jamais été de kidnapper Nick en premier lieu. Il s'est juste trouvé au mauvais endroit au mauvais moment. Mais comme ils avaient prévu de faire environ 2 heures de route jusqu'à Santa Barbara ce jour-là pour se rendre à une fête, ils se disent qu'ils n'allaient pas laisser un petit kidnapping gâcher leur plaisir. La fête a lieu chez un des amis de Ruggie. Il n'y a pas énormément de monde, alors la plupart des gens remarquent que Nick est traîné à l'intérieur de la maison et immédiatement enfermé dans une chambre. À l'intérieur, il lui attache les mains et les pieds avec du ruban adhésif, lui bande les yeux avec un t-shirt et lui fourre une chaussette dans la bouche. Puis le laisse là pour aller boire des bières. Quelques personnes présentes à la fête aperçoivent furtivement Nick quand la clique sort de la pièce, mais ne font rien. Une femme entre par hasard dans la pièce pour se remaquiller et en ressort consternée, mais Jesse leur assure à tous que ce n'est pas leur problème et surtout qu'ils doivent tous se taire et le laisser tranquille tout en montrant le pistolet caché dans sa ceinture. Ruggie, un peu plus diplomate, explique qu'il garde simplement un œil sur Nick, que son frère leur doit de l'argent et qu'ils le retiennent donc contre une rançon. Qu'ils doivent simplement retrouver Ben et qu'ensuite le petit sera hors de danger. Nick rentrera chez lui sain et sauf. C'est ce qu'il dit à tout le monde à cette fête. Tous les quarts d'heure, un des hommes de Jesse retourne dans la pièce où se trouve Nick pour lui dire exactement la même chose, qu'il ne doit pas s'inquiéter, que tout va s'arranger dès qu'ils auront retrouvé Ben, son frère. Étonnamment, Nick ne semble pas trop alarmé par la situation. Il reste calme et posé. Il sait que ces types ne le feront aucun mal, que le pire est passé. En fait, à la fin de la soirée, non seulement ils avaient détaché Nick et l'avaient libéré de la pièce, mais ils l'avaient aussi invité à venir fumer des joints et à jouer à des jeux vidéo avec eux sur le canapé. Finalement, Jesse et 2 autres des gars décident de retourner à Los Angeles pour la nuit. Mais avant de partir, Jesse dit à Ruggie qu'il est chargé de veiller sur Nick cette nuit-là. Ruggie, ne sachant pas trop quoi faire, rentre chez ses parents avec Nick, à quelques kilomètres de la fête. Arrivé sur place, Ruggie, 20 ans, raconte à son père que Nick est un ami et qu'il faudrait qu'il passe la nuit ici. Chez les Markovitz, Suzanne commence bien sûr à se faire un sang d'encre. Son fils s'est enfui. Elle a essayé de le joindre des dizaines de fois, mais il ne l'a jamais rappelé. Ce qui la chiffonne, c'est que même quand les choses allaient mal entre eux, Nick ne restait jamais aussi longtemps sans lui dire où il était. Elle pense que le seul endroit où Nick peut être, c'est chez Ben, mais lui non plus ne répond pas. Ce n'est finalement que le lendemain matin, le lundi 7 août, que Ben se présente finalement au domicile familial. Il explique qu'il est parti travailler en Arizona et que c'est pour cette raison qu'il n'a pas reçu leur message. Aux grandes dames de ses parents, il ajoute qu'il ne sait pas du tout où est Nick. Et c'est à ce moment-là que la panique s'installe chez les parents de Nick. Mais ils sont rationnels et ils ont connaissance de l'ancienne activité de leur fils aîné. Alors leur premier réflexe est de lui demander s'il y a quelqu'un qui est en colère contre lui ou à qui il doit de l'argent. Et c'est à ce moment-là que Ben réalise que la disparition de son frère était sans doute liée à Jesse James Hollywood. Ben appelle Jesse et d'autres personnes de son entourage pour leur demander des nouvelles de Nick. L'un d'entre eux lui dit que Nick aurait participé à une fête avec Jesse et certains de ses amis à Santa Barbara. Alors Ben se dit qu'il a sûrement été amené là-bas par Jesse pour l'embêter, qu'il a voulu se rapprocher de son petit frère pour l'effrayer et l'énerver. Il ne se rend pas compte que la situation est bien plus grave.
Le même jour, Jesse est de retour à Los Angeles, déjà inquiet d'avoir été trop loin. La première chose qu'il fait, c'est d'aller voir son avocat pour lui expliquer la situation. Lui et ses amis ont battu et kidnappé le petit frère de quelqu'un pour faire pression sur lui pour régler une dette. Mais Jesse précise que le gamin n'est pas attaché quelque part en train d'être torturé, Il est en train de faire la fête, de fumer de l'herbe et de jouer à des jeux vidéo. Cela ne devrait pas lui causer trop d'ennuis, si? Mais son avocat ne lui donne pas la réponse qu'il souhaite. Un enlèvement est un enlèvement, lui dit-il. La peine est en général de 8 ans de prison. Son avocat lui conseille donc de ramener le mineur chez lui et d'appeler la police. Si vous vous rendez, la peine sera sans doute beaucoup plus légère, lui dit-il. Mais Jesse a tout compris, ou a préféré tout comprendre, de travers. Lui, il se dit qu'il doit régler ce bazar. Et ça signifie pour lui qu'il ne reste qu'une seule solution. Il ne veut pas faire de prison, alors il décide qu'il faut simplement se débarrasser de Nick Markowitz. Du côté de Santa Barbara, on est loin de ces tracas. Rugi et Nick passent leur matinée à se prélasser sur le canapé, à regarder la télévision et à jouer à des jeux vidéo. Plus tard, dans l'après-midi, Rugi invite même quelques autres amis à se joindre à eux. Il y a par exemple Natasha Adams, 17 ans, Kelly Carpenter, 16 ans, et Graham Presley, 17 ans. Pour éviter les questions, Rugi leur dit que Nick est un ami de Los Angeles. Et pendant les premières heures, ça a fonctionné. Personne ne s'est posé de questions ou s'est intéressé au jeune homme. Nick, très sociable, n'a aucun souci à discuter avec des inconnus. Il est à l'aise, c'est comme s'il était entouré d'un groupe de potes. Mais Rugi commence bientôt à lui donner des ordres d'une manière plutôt alarmante. Par exemple, il demande à Nick de passer l'aspirateur dans la maison. Une demande plutôt étrange à faire à un invité. Rugi dit aussi aux 3 adolescents que Nick n'a pas le droit d'utiliser le téléphone s'il le demande. Finalement, le groupe change de crèmerie, comme on dit, et décide d'aller passer la fin de l'après-midi chez Natasha. Rugi, évidemment, emmène Nick avec eux. Et lorsqu'ils arrivent chez Natasha, elle prend Nick à part. Elle a remarqué qu'il avait des coupures partout sur les mains, probablement à cause d'une petite bagarre la veille. Elle nettoie alors ses blessures et lui demande « Qu'est-ce qui se passe ?» Et Nick, sans que personne d'autre ne puisse l'entendre, lui avoue tout. Il lui raconte à peu près toute l'histoire. La veille, il a été kidnappé, jeté dans la camionnette de Jesse Hollywood et emmené à Santa Barbara pendant qu'il traquait son frère pour régler une dette. Elle réfléchit puis pose à Nick une question à laquelle nous pensons probablement tous. Pourquoi ne pars-tu pas, tout simplement ? Rugi ne semble pas le surveiller de près, et il lui est assez facile de dire qu'il doit aller aux toilettes et de sortir en douce de la maison. Mais la réponse de Nick est intéressante. Il répond qu'il ne veut pas causer plus d'ennuis à Ben. Il se dit que s'il s'enfuyait, la situation pourrait empirer pour son frère. Alors il reste et il joue le jeu. Cette nuit-là, Rugi et Nick retournent chez Rugi pendant que ce dernier attend ses prochaines instructions de la part de Jesse. Mais Natasha, de son côté, passe la nuit à ruminer et ne peut pas se défaire du sentiment que quelque chose allait mal tourner. Bien sûr, la situation semble assez banale et Nick n'a pas l'air d'être vraiment en détresse, mais elle a entendu des histoires sur Jesse James Hollywood, sur le danger que ce type peut représenter. Le lendemain matin, 8 août, elle en parle à sa mère, qui est avocate, et lui demande conseil. Bien sûr, sa mère répond qu'elle doit aller voir la police et signaler l'incident, mais cette dernière ne tient manifestement pas compte de la réputation d'Hollywood. Natasha est certaine que si elle dénonce le dealer, il pourrait bien s'en prendre à elle. Pour en être sûre, elle en fait part à son ami Graham et lui partage ses inquiétudes. Et il lui dit en gros « Tout va bien, ne t'inquiète pas, ne fais rien pour mettre Jesse Hollywood en colère parce que ce mec est fou. » Ce qui confirme donc ses soupçons. Dans une dernière tentative pour apaiser sa conscience, elle va voir Rugi pour savoir exactement ce qui se passait et s'assurer que Nick serait en sécurité. Et bien sûr, il lui jure que tout ira bien, que Nick rentrera bientôt chez lui et qu'elle ne devait pas s'inquiéter. Alors Natasha finit par se dire que la situation finirait par se résoudre d'elle-même. Mais elle n'aurait pas pu se tromper davantage, car ce jour-là, les choses ne vont faire qu'empirer. De retour à Los Angeles, Nick est considéré comme une personne disparue et ses parents accrochent des affiches dans toute la ville pour tenter d'avoir des réponses. Après avoir parlé avec son avocat, Jesse contacte Rugi avec une offre. Il lui promet de le payer $2000 en échange du meurtre de Nick. Heureusement, Rugi refuse. Il répond à Jesse « Tu réagis de manière excessive, il doit y avoir une autre solution. »
Mais cela ne démotive pas Jesse. Il appelle un autre de ses larbins qui lui doit de l'argent lui aussi. Il se nomme Ryan Hoyt. Ryan, 21 ans, apprend que s'il fait le sale boulot de Jesse, ce dernier effacera toutes ses dettes. Ryan saute sur l'occasion. Un petit meurtre, qu'est-ce que c'est finalement? Lui et Jesse se rencontrent ce mardi-là. Jesse lui remet un sac de sport bleu avec un pistolet semi-automatique à l'intérieur et plus de $400 supplémentaires pour terminer le travail. De là, Ryan prend la route vers le nord, jusqu'à Santa Barbara. Et même si Ruggie a refusé de s'en prendre à Nick lui-même, il sait à ce stade que Ryan était en route et qu'il finirait par être impliqué dans le complot, quoi qu'il en soit, puisque de toute manière, il fait partie du plan. Alors je ne comprends pas pourquoi il n'a pas fait marche arrière. Mais bon, peut-être n'avait-il pas le choix. Cet après-midi-là, le groupe organise une fête au Lemon Tree Inn, un hôtel de Santa Barbara. La mère de Graham, Christina Presley, dépose Nick, Graham, Ruggie, Natasha et Kelly au motel vers 17h30. Au même moment, l'avocat des Hollywood décide d'appeler son meilleur client, Jack Hollywood, afin de lui faire part des problèmes de son fils. Jack dit à l'avocat de contacter un ami de la famille avec des relations louches. Son nom est John Roberts. Il pense que John serait capable d'effrayer son fils et ses amis pour qu'il laisse Nick partir et d'effrayer Nick pour qu'il se taise sur l'endroit où il se trouvait ces 2 derniers jours. Mais à part ça, aucun de ces adultes n'appelle la police. On repense aussi à la mère de Natasha, qui n'a rien fait non plus, malgré les inquiétudes de sa fille. Au Tree-In Motel, les adolescents passent du bon temps. Sachant qu'un plan est en cours, Ruggie s'assure que Nick boive du rhum et du coca, qu'il fume de la marijuana et prenne du Valium tout au long de la soirée. Après que Nick et le groupe soient allés nager dans la piscine de l'hôtel, une des filles lui demande à nouveau « Pourquoi ne pas simplement t'enfuir dans les collines? Pourquoi ne pas partir ?» Nick a pris des cours de taekwondo, il sait se défendre, mais il est sûr de pouvoir rentrer chez lui dans un jour ou deux. Alors pourquoi compliquer la situation? Vers 23h ce soir-là, les choses prennent une tournure sombre. Ruggie met tout le monde dehors car il annonce que quelqu'un allait venir chercher Nick pour le ramener chez lui. Nick et les filles se disent au revoir et échangent même leur numéro de téléphone pour rester en contact. Graham reste avec les garçons. Peu de temps après leur départ, Nick s'assoupit en attendant son chauffeur. Puis, on frappe à la porte. Ryan Hoyt entre avec le sac bleu. Ruggie y jette un coup d'œil. Il réveille Nick, qui est très ivre, et commence à lui coller du ruban adhésif sur les jambes et les mains, mais il réalise rapidement qu'ils allaient avoir du mal à le faire traverser le parking pour rejoindre la voiture. Alors il retire le ruban adhésif, se disant que Nick est de toute façon trop ivre pour essayer de s'enfuir tout seul. Nous ne savons pas exactement ce qui se passe pendant le trajet. Ryan, Ruggie, Graham et Nick roulent environ 30 minutes jusqu'à un sentier de randonnée dans la forêt nationale de Los Prades, dans une zone connue sous le nom de Lizard's Mouth. Je suis sûre qu'une fois que Nick a réalisé qu'il n'était pas du tout en chemin pour rentrer à Los Angeles, il a dû être terrifié. Arrivé sur place, Graham reste dans la voiture tandis que Ryan et Ruggie sortent Nick et le poussent devant eux pour qu'il emprunte un petit sentier. Finalement, les 2 hommes et Nick s'écartent du chemin, amenant le jeune homme à une tombe géante et peu profonde qui a déjà été creusée pour lui. Ruggie lui attache les jambes et les bras en lui promettant qu'il ne lui ferait pas de mal. Nick répond quelque chose comme « C'est bon, je te fais confiance ». Ce n'est que lorsque Ruggie place une bande de ruban adhésif sur la bouche et le nez de Rick qu'il a vraiment dû voir sa vie défiler devant ses yeux. Il leur a fait confiance ces derniers jours, persuadé qu'il ne lui ferait pas vraiment de mal, que tout ça, c'était surtout pour faire enrager son frère et le pousser à rembourser les sommes qu'il doit. Mais alors que Ryan le traîne plus près de la tombe, Nick réalise qu'il a eu tort tout ce temps. Il est sur le point de mourir. Quelqu'un frappe Nick à la tête avec une pelle et le jette dans la tombe peu profonde. Puis, Ryan brandit son arme semi-automatique et tire 9 balles dans la tête et le torse de Nick. Alors que l'écho des coups de feu s'atténue, Ryan épouse ses empreintes sur l'arme, la jette sur le corps de Nick et demande à Ruggie de refermer la tombe. Leur besogne accomplie, ils retournent à la voiture, pensant que Nick ne sera jamais découvert.
Il dépose Graham au Lemon Tree Inn, où il est resté jusqu'à environ 6 heures du matin avant de rentrer chez lui. Une fois de retour à la maison, sa mère remarque qu'il semble assez secoué et a su que quelque chose n'allait pas. Mais Graham refuse d'en parler. Ryan et Rugi retournent à Los Angeles. Le 10 août, c'est l'anniversaire de Ryan, alors forcément, il donne une petite fête. Apparemment, à cette soirée, Ryan parle ivre du meurtre, comme si de rien n'était. Le 12 août, des randonneurs parcourent le sentier quand soudain, elles arrivent à un endroit où elles entendent un bourdonnement extrêmement fort, un peu comme une ruche d'abeilles. Elles s'écartent légèrement du chemin pour trouver la source du bruit et découvrent rapidement qu'il ne s'agit pas d'abeilles, mais de mouches. L'odeur terrible de la mort ne leur laisse aucun doute. Au début, elles croient qu'il s'agit simplement d'un animal mort, mais en fouillant rapidement dans la terre pour vérifier, elles repèrent un jean bleu. Il s'agit d'un corps. La décomposition est si avancée qu'il n'est pas possible d'affirmer qu'il s'agit de Nick. Heureusement, les enquêteurs ont dans leur dossier les empreintes digitales de Nick datant de l'année précédente lorsqu'il a été arrêté pour possession de marijuana, et c'est ainsi qu'ils finissent par l'identifier 2 jours plus tard. Cette journée-là, 5 hommes en costume noir frappent à la porte de Jeff et Susan Markowitz. Ils leur apprennent qu'ils ont retrouvé leur fils disparu, mais pas dans l'état qu'ils espéraient. Ils leur disent que Nick a été abattu façon exécution à Santa Barbara. Alors, un seul nom leur vient à l'esprit, Jesse James Hollywood. De son côté, quand Natasha Adams apprend la nouvelle dans le journal ce jour-là, elle se dit exactement la même chose. Écœurée, elle part confronter Rugi, qui lui dit qu'il n'a rien à voir avec tout ça et qu'il ne sait pas ce qui s'est passé. Mais Natasha ne le croit pas. Accompagnée de ses parents, elle se rend à la police où elle obtient l'immunité en échange de toute l'histoire, y compris les noms et les adresses. Le 16 août, la police commence à procéder à des arrestations. Rugi est le premier à être menotté, vient ensuite Graham Presley, puis Ryan Hoyt. Lors des interrogatoires, ils racontent tous des histoires contradictoires, chacun se pointant du doigt. Ryan Hoyt refuse de faire appel à un avocat et déclare lors de son interrogatoire filmé, je cite, « La seule chose que j'ai faite, c'est de le tuer », faisant remarquer aux policiers qu'il n'était pas impliqué dans l'enlèvement. Alors où est le cerveau derrière l'enlèvement et le meurtre tragique de Nick? Jesse James Hollywood s'avère beaucoup plus difficile à localiser. Presque à la seconde où la mort de Nick a été annoncée, il a quitté la ville, vidé ses comptes bancaires, s'est acheté une voiture et s'est enfui au Colorado, puis au Canada. Il disparaît pendant près de 4 ans. Il est inscrit sur la liste des personnes les plus recherchées du FBI avec une prime de $50 000 sur sa tête. Il est également présenté dans America's Most Wanted. Pendant ce temps, en Californie, les larbins de Jesse sont jugés. En novembre 2001, Ryan Hoyt est accusé de meurtre au 1er degré. Lors de son procès, il déclare au jury qu'il ne se souvient pas de son interrogatoire, ni d'avoir avoué le crime. Il affirme que son seul rôle dans ce drame a été de donner accidentellement à Jesse Rugi un sac de sport contenant le pistolet, alors qu'il croyait que le sac ne contenait que de la drogue. Un psychologue engagé par la défense de Ryan le décrit comme un homme qui n'a jamais vraiment réussi quoi que ce soit, et déclare que Ryan souffre d'une dépression non soignée. Plusieurs autres témoins experts affirment que l'accusé souffre d'un trouble de la personnalité avec un comportement évitant et dépendant. L'avocat de la défense a espéré utiliser la jeunesse de Ryan, ses antécédents familiaux difficiles et son absence de casier judiciaire pour convaincre les jurés. Mais en novembre 2001, il est reconnu coupable de meurtre au 1er degré et le jury le condamne à la peine de mort en février 2003. En guise d'explication, le juge raconte que Ryan Hoyt a refusé plusieurs occasions de s'éloigner du crime avant de passer à l'acte et que, je cite, « tout sentiment de sympathie à l'égard de l'accusé est largement compensé par les circonstances du crime ». Ryan Hoyt est resté dans le couloir de la mort jusqu'en janvier 2024, date à laquelle sa peine a été commuée en une peine d'emprisonnement à perpétuité, sans possibilité de libération conditionnelle. Concernant Jesse Rugi, il est reconnu en 2002 coupable d'enlèvement aggravé contre rançon ou extorsion, mais réussit à échapper à une accusation de meurtre. Il est condamné à la prison à vie avec possibilité de libération conditionnelle au bout de 7 ans.
Cette libération lui a été refusée en 2006, mais après avoir passé 11 ans en prison, Rugy est libéré le 24 octobre 2013. En juillet 2002, Graham Presley est reconnu coupable de meurtre au 2e degré. Graham affirme que Ryan l'a obligé à creuser la tombe en le menaçant d'une arme, bien que Ryan ait témoigné qu'il avait volontairement creusé cette tombe. Graham est libéré en 2007, après 5 ans de prison. En 2003, la famille Markowitz gagne 11 millions de dollars dans un procès civil pour la mort de Nick de la part des différentes familles impliquées. Pourtant, et on peut le comprendre, cela ne leur apporte pas le répit dont ils ont tant besoin. Tant que le cerveau à l'initiative de la mort de leur fils ne sera pas retrouvé, ils ne trouveront pas la paix. C'est alors qu'une opportunité unique se présente, celle qui allait permettre de réaliser cet exploit. Cette année-là, un cinéaste du nom de Nick Cassavetes prend contact avec la famille Markowitz. Ses filles sont allées à la même école que Nick et ils voulaient faire un film sur la mort de leur fils. Suzanne et Jeff ne sont pas certains que ce soit une bonne idée. Revivre la mort de leur fils va être une chose difficile. Mais ils finissent par accepter à une condition, que le film finance la récompense pour la traque de Jesse James Hollywood. Le réalisateur accepte et il fait quelque chose d'un peu étrange. Il engage Jack Hollywood, le père de Jesse, comme consultant pour le film. Il contacte aussi le bureau du procureur, qui accepte de travailler en étroite collaboration avec les réalisateurs, ce qui implique de leur offrir l'intégralité de leurs archives sur l'affaire. Et je reviendrai plus tard expliquer pourquoi c'est un énorme problème. Mais une fois le film en pré-production, les officiers du ministère de la Justice affectés à l'affaire de Jesse ressentent une pression énorme pour retrouver l'homme. Forcément, le film allait sortir, basé sur une histoire vraie, et les gens allaient vouloir que l'assassin soit retrouvé et traîné devant la justice. Ils sont donc pressés de retrouver Jesse James Hollywood pour préserver leur réputation. Alors ils obtiennent la permission d'étendre la traque à l'échelle internationale. Pour information, ce film, vous le connaissez peut-être, c'est Alpha Dog. Les policiers, aidés par le FBI, ont de bonnes raisons de croire que Jesse vit à l'étranger, et plus précisément quelque part au Brésil. En mars 2005, Jesse a obtenu un faux visa et un faux passeport brésilien et a changé son nom en Michael Costa Giro. Il vit dans un petit appartement sur la côte, non loin de Rio de Janeiro. Il a rencontré l'amour et attend un enfant avec une femme, prénommée Marcia. Pour gagner de l'argent, il donne des cours particuliers d'anglais et promène des chiens. C'est bien loin du style de vie somptueux qu'il a mené à Los Angeles, et pendant des années, il est passé inaperçu. Bien sûr, son père le maintient à flot, lui envoyant 1200 $ par mois pour ses frais de subsistance, bien que Jesse soit sur la liste des personnes les plus recherchées par le FBI. Est-ce que vous vous rendez compte de la situation ? Jack Hollywood est consultant sur le film retraçant l'histoire de son fils qui a tué un jeune mineur et pendant ce temps, il envoie de l'argent à sa progéniture qui se fait dorer la pilule au soleil. C'est incroyable. Mais après plus de 4 ans de cavale, il semble que Michael, ou Jesse, ait un peu trop baissé sa garde. Les enquêteurs, eux, ont le plan parfait. Ils font appel à un agent qui se fait passer pour le cousin perdu de vue de Jesse. Il le contacte et lui dit qu'il est dans le coin, que ce serait cool de se voir. Jesse accepte. Le 8 mars 2005, il se retrouve encerclé par des agents et menotté. Jesse James Hollywood est enfin en garde à vue. Le même jour, Jack est également arrêté par des policiers à son domicile, accusé de production massive de GHB, une drogue utilisée pour les viols. Donc, pas pour avoir aidé et encouragé son fils, mais pour trafic de drogue. Ce qui est intéressant est loin d'être une coïncidence. En fait, la police voulait s'assurer de les arrêter tous les deux en même temps pour que Jack n'essaye pas de tirer les ficelles ou de demander des faveurs pour faire libérer son fils. Et ça a marché. Le film a certes mis la pression sur les autorités pour qu'elles traquent Jesse Hollywood, mais il a aussi entravé la justice de plusieurs autres manières. Et c'est là que j'en reviens au dossier, car le procureur a partagé avec la production des éléments tels que des rapports de probation, des dossiers de police et d'autres documents protégés. Forcément, on s'interroge sur l'intégrité du procureur et sur sa capacité même à rester procureur dans cette affaire, ce qui a entraîné un blocage du procès pendant un certain temps. L'affaire est portée devant la Cour suprême, qui décide finalement que le procureur est autorisé à poursuivre l'affaire. Mais ce dernier est tout de même remplacé. Ce n'est qu'en mai 2009
4 ans après son arrestation, que le procès de Jesse James Hollywood commence. Pendant son incarcération, il a commencé à signer son courrier du nom d'Alpha Dog. Les témoins appelés à la barre comprennent entre autres Jeff Markowitz, le père de la victime, Pauline Mahoney, la femme qui revenait de la messe avec ses fils lorsqu'elle a vu un groupe d'hommes attaquer Nick, Kelly Carpenter, une des adolescentes qui a participé aux soirées avec Nick et Reggie, et Graham Presley. De son côté, Jesse nie tout en bloc. Il affirme qu'il était en colère lorsque Ryan Hoyt lui a parlé du meurtre lors de sa fête d'anniversaire. Le 8 juin 2009, après 3 jours de délibération, Jesse est reconnu coupable d'enlèvement et de meurtre au premier degré. En 2010, il est condamné à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle et échappe de justesse au couloir de la mort. Le 12 février 2012, la cour d'appel confirme la condamnation et rejette la demande de nouveau procès. La défense de Jesse a allégué qu'il n'était pas coupable parce que Nick Markowitz aurait pu partir à tout moment de son propre chef et a choisi de ne pas le faire, mettant fin à la responsabilité de Jesse au moment où il a vu la victime pour la dernière fois. Le 19 janvier 2014, Jesse épouse dans la salle des visiteurs Melinda Enos, une femme qui a commencé à lui écrire après sa condamnation. Ça me fascinera toujours. Il faut absolument que je fasse une vidéo sur le sujet. Ça s'appelle l'hybristophilie. Et c'était la tragique histoire de Nick Markowitz. Une pensée pour Ben qui doit sûrement se sentir coupable de la mort de son petit frère et pour sa famille qui a été brisée sans raison. Si cet épisode vous a plu, abonnez-vous.